rapport entre les technologies numériques et le politique. Voilà, je laisse la parole, je ne vais pas aller plus loin, sauf s'il y a des questions. Mais... Mélissa? Merci, oui, bonjour. Alors, j'ai peut-être moins de postes à lister de mon côté. Mais donc, je suis Mélissa Martinet, je m'occupe du développement de Citizen Lab, qui est une civic tech en Europe, basée à Bruxelles, mais présente en France également. Et moi, je suis passionnée de la manière dont le numérique peut donner des ailes à des façons de faire société toutes simples. J'ai travaillé auparavant pour une entreprise des circuits courts alimentaires en ligne, et c'est vrai qu'on est toujours dans ces notions de massification, de comportements qui sont en fait ancestraux grâce au numérique. Merci Mélissa. Et Circe, je t'ai autorisé aussi à activer ta caméra si tu le souhaites. C'est gentil. Voilà, ça y est. Du coup, je me recoiffe. Enchantée. Donc, Circe Debrix. Moi, je suis présente au titre de coordinatrice de l'expérimentation citoyenneté active en région Occitanie. Et par ailleurs, je suis consultante en coordination et coopération territoriale. Donc, en charte, en mise en réseau, voilà. Et donc, je travaille avec d'autres associations, notamment Solucratie. Et donc, je suis ravie de participer à ce séminaire sur les données réelles, notamment. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Et donc, nous aurons une co-animation pour la partie questions par ma collègue Eva Perrier, que vous avez déjà rencontrée pour les fidèles de ces webinaires. Et donc, nous démarrons. Alors, aujourd'hui, on va donc parler de participation numérique, et je préfère le dire tout de suite, nous allons avoir un séminaire un peu plus long que d'habitude, du fait de sa densité et du nombre d'intervenantes, comme vous venez de le voir. Alors, où est-ce qu'on en est dans les webinaires? On en est au numéro 10, participation numérique. On avait fait planification participative. Et dans la série prévue et calée, on a encore expertise et participation avec des questions d'incertitude, au rôle de la science, etc. Quelque chose sur la recherche autour de la participation. Les webinaires suivants sont plus flexibles et ils changeront d'ailleurs de plateforme. Je vous en parlerai prochainement. Alors, je vais assez vite pour engager la chose. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de participation décisionnelle, qui est le sujet général de ces webinaires, comme vous vous en souvenez, puisqu'on est vraiment sur ce canevas-là, et de relations avec le numérique. Alors, relation, c'est une façon assez large de considérer la chose, en s'interrogeant finalement sur l'utilisation tout simplement des outils numériques dans ces dispositifs de participation décisionnelle, la transformation que la socialisation numérique induit sur les pratiques participatives, et en particulier la digitalisation des éléments de vie sociale et politique, et puis l'orientation qu'on peut utiliser dans le pilotage, la conception et le pilotage des dispositifs. On essaiera d'en parler un peu. Vous verrez que ça va être hyper dense. Je vous inviterai à vous référer aux éléments présents dans la présentation, qui est déjà en ligne, comme d'habitude, sur le site. Alors, première chose, moi je suis un vieux, en fait. J'ai commencé à travailler sur ces questions-là en 1992. Et en fait, ce n'est pas des 5 dernières années que ça existe. J'attire votre attention là-dessus. Même avant l'émergence du web en tant que tel, c'est-à-dire mi-90, il y avait déjà des choses dans ces domaines-là, avec d'autres supports et d'autres éléments. Et ça rejoint en fait beaucoup de travaux qui ont été faits sur les collecticiels, sur la décision de groupe et la négociation. Et en fait, aujourd'hui, on parle d'IA. Et l'IA, c'est ancien. Et il y avait des choses extrêmement avancées dès le milieu des années 90, d'ailleurs j'ai fait ma thèse là-dessus, avec par exemple ce qui a été fait par Patimas sur MIT, avec déjà des civic bots, c'est-à-dire des agents censés accompagner et faciliter des dispositifs participatifs. Donc souvent, moi je vois émerger des jeunes, excusez-moi l'expression, qui redécouvrent un peu la roue sur certaines choses, et c'est toujours rigolo d'aller chercher ces trucs de vieux. Ce qui est important quand même, c'est qu'il y a eu une maturation sociale majeure, évidemment, avec l'émergence des communautés virtuelles, des communautés numériques. Le bouquin de Reingold de 93 en est un des référents. Le Minitel qui a joué un rôle quand même assez important dans une maturation de la relation à la technologie à partir de 1980, pour ceux qui ont connu le Minitel. Et puis après, il y a le web. Le web, vous connaissez toutes et tous. Les communautés en ligne, la délibération, et puis l'apparition de ce qu'on a appelé la e-participation, la e-démocratie, avec à la fois des usages pilotés, c'est-à-dire des usages intentionnels dans le champ de la démocratie électronique, etc., et puis des usages foisonnants, c'est-à-dire le vaste bazar qui peut se passer sur les réseaux, tout ce qui peut contribuer à la vie politique, dont Stéphanie reparlera peut-être un peu, et en particulier tout ce qui se passe à côté du monde qui est organisé et piloté en matière de décision participative.
Alors, ce qui est important, c'est aussi la mobilisation plus formelle dans l'action publique avec l'émergence de la e-administration, de la e-gouvernance, qui rejoint les enjeux de participation, mais ce n'est pas que ça, hein, c'est aussi d'autres éléments. Alors, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on est au temps du crowd, tout ce qu'on veut, hein, le crowdfunding, le crowdsourcing, le crowd machin. Et en fait, derrière ça, on a des outils omniprésents qui sont déjà des outils de participation décisionnelle, mais bien planqués, et avec un enjeu commercial très fort. Donc, si on prend du Amazon, du Booking, du Google, on est dans du filtrage et de la sélection socialisée, avec des biais commerciaux qui sont évidents, mais n'empêche qu'on est dans un dispositif finalement de codécision avec une dimension sociale sous-jacente, qui a été d'ailleurs très clairement le positionnement original dès le départ de ces dispositifs vers la fin des années 90. Alors l'enjeu pour nous, c'est comment est-ce que finalement on va pouvoir transférer ce qui est du domaine du bénéfice commercial vers du bien public. Ça fait partie des enjeux de tous ces travaux. Alors si on revient un peu sur ce cycle de la participation décisionnelle, tel qu'on l'a introduit au début, en fait, chacune de ces étapes, elles sont instrumentables et accompagnables par du numérique en fonction des besoins auxquels on va être amené à répondre. Alors là, vous en avez tout un ensemble. Je ne vais pas forcément les reprendre tous, mais peut-être me focaliser sur quelques points. Alors, la participation numérique, ça renvoie beaucoup aujourd'hui dans le monde des civic tech dont on va parler, à la délibération, à la concertation, à la consultation, c'est-à-dire accompagner du débat, recueillir des avis et traiter des avis. C'est aussi chercher à réaliser des synthèses, proposer du vote électronique, ce genre de choses. Mais il n'y a pas que ça. Et ça, c'est très important d'avoir en tête qu'il y a énormément d'autres choses dans le champ réel de la participation décisionnelle. Il y en a en amont sur la régulation des procédures participatives. On en a déjà parlé dans la partie ingénierie de la participation, c'est-à-dire comment accompagner des acteurs qui sont amenés à concevoir et piloter de la participation, comment réguler, vous savez, l'importance des chartes, des garants, etc. Et là aussi, il y a des enjeux numériques sur lesquels l'ICPC, par exemple, a travaillé, l'Institut de concertation. Et puis, vous avez des choses plus connues, comme tout ce qui a à voir avec les sciences citoyennes, donc la collecte de données, la collecte et les observations, etc., liées à la cartographie participative. On vous a parlé ici, et c'est un peu plus original, de modélisation participative et de co-réalisation de dispositifs de jeu à vocation transformative, etc. Et puis après, on arrive sur des outils plus classiques, y compris, par exemple, la planification participative. Donc tout ça, c'est vraiment un espace vaste qu'on a un peu tendance, voulant dire beaucoup ce qui est très visible aujourd'hui dans ce champ, c'est-à-dire les civic tech, à réduire à une petite partie de cet espace. Et finalement, il y a beaucoup de besoins auxquels on peut répondre. Alors, il y a aussi beaucoup d'outils. Et là encore, ce n'est évidemment pas un tableau dans lequel je rentrerai en détail. À gauche, vous avez des fonctions et à droite, vous avez des outils, si vous voulez, par rapport à la participation. J'aimerais bien que cette bande en haut s'en aille, mais je ne sais pas. Ces outils, ils sont très nombreux. Il y en a certains qui sont vraiment, disons, pour utiliser le jargon anglais, mainstream, classique, etc. Puis d'autres moins. Et en particulier, comme je le disais précédemment, il faut vraiment s'interroger, et en particulier si parmi vous, vous êtes un peu, comment dire, aux commandes, aux manettes de dispositifs, à quoi ça sert, quels sont réellement vos besoins, et puis pas forcément avoir une capture technologique qui répond à un moment donné à un petit bout de l'histoire, parce que ce n'est pas forcément comme ça que vous allez régler les problèmes. Et si vous êtes citoyen ou citoyenne, je sais qu'il y en a aussi dans les groupes, c'est un peu l'inverse, se dire finalement de quoi on a besoin pour avancer dans le champ de l'action collective, dans le champ de la démocratie. Et on a énormément de choses disponibles, des choses très techniques, des choses moins techniques, des choses assez basiques finalement. Alors c'est un vaste magma aujourd'hui. Là, je vous ai mis le monde essentiellement francophone. Si on étendait aux autres pays, ça serait encore plus grand. C'est un petit paysage, même pas complètement à jour, hein, très clairement. Donc, il y a certainement des oubliés. À la fois les entreprises et les petites entreprises qui sont dans ce domaine, qui ont pas mal pullulé. Pullulé est un mot un petit peu péjoratif, excusez-moi, mais qui se sont développés, disons. Et puis, de l'autre côté, tout un tas de guides, de travaux qui ont été faits par des structures un petit peu iconiques dans le domaine, dont on a pu entendre parler autour du grand débat, des conventions citoyennes, etc., ou tout simplement de la mise en place par des collectivités. Alors, j'en suis à 8 minutes, il faut que j'avance. Alors, quels sont les enjeux et défis sous-jacents dans tout ce vaste espace et tous ces gens qui produisent des guides? Ils sont nombreux, on en parlait un petit peu avant, hein. Il y a des enjeux d'abord de massification et d'extension sociale, et puis à la fin de l'histoire, il y a un enjeu d'impact et de transformation.
C'est-à-dire, il s'agit, et ça a été toujours le discours dans ces webinaires, vous le savez, pas simplement de faire du blabla et de la participation communicative, mais d'être réellement dans les processus décisionnels qui ont un impact. Donc cet impact, il est lié à l'impact de transformation sur soi, c'est-à-dire que moi, en tant que citoyen, je vais apprendre et changer mes pratiques. Et puis, il y a un impact institutionnel, il y a un impact de mes relations en tant que citoyen avec l'institution et aussi dans le fonctionnement de l'institution elle-même. Tout ça, ça fait partie de ce magma de travail et il y a plein de questions que ça pose. Il y a des questions de faisabilité dans les organisations, alors publiques ou privées, là j'ai mis public, mais c'est vrai aussi pour les organisations privées, dans le domaine de compétences. Il y a des problèmes de choix de technologie, de choix de pratiques. On a quand même un peu tendance à avoir du push technologique souvent, auquel il faut savoir répondre par un regard un peu critique et réflexif sur ses besoins réels. On a des enjeux de procéduralisation, c'est-à-dire comment on crée une procédure, comment on gère une procédure. Ça, c'est relativement peu traité, mais c'est un gros enjeu dans l'action publique et je sais que les cellules de modernisation de l'État sont assez branchées là-dessus. En matière de débat qui occupe beaucoup de ces domaines, il y a une question liée à la massification qui est la structuration des avis, leur traitement et réaliser ce qu'on appelle une synthèse démocratique. Et ça, c'est très compliqué parce que c'est un mélange de technologie et de politique. Et c'est un vrai problème pas du tout nouveau, hein, encore une fois. Milieu des années 90, il y avait déjà des très gros programmes européens qui traitaient de cette question de la synthèse démocratique. Donc ça renvoie au traitement automatique. Aujourd'hui, on a des outils de calcul qui sont plus puissants qu'avant, qui ne sont pas très différents d'avant, mais ils sont plus puissants. Donc on peut faire du traitement un peu aveugle, mais ce n'est pas forcément ce qui va résoudre les choses, parce qu'un dialogue et une délibération, c'est plus qu'une accumulation de mots. Il y a ce qu'on appelle par exemple des performatifs, des actes de langage, des intentions. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont planquées dans ce que c'est qu'un débat. Et puis après, il y a par exemple comment est-ce qu'on valorise la participation informelle des réseaux sociaux, et il y a un enjeu de conformité réglementaire. Donc voilà, c'est assez compliqué. Et puis, il y a un contexte et des contraintes. Alors, je ne m'étendrai pas dessus. Point numéro 1, la question de l'illettrisme numérique. Accessibilité et illettrisme numérique qui est évidemment un très gros enjeu en France. Nous, on bosse beaucoup dans les pays du Sud, dans notre unité, donc on est encore plus confronté avec même un problème tout simplement de disponibilité ou d'absence totale de support. On a une question très contemporaine liée au Covid et la corrélation entre la numérisation de la relation sociale aujourd'hui et les contextes de socialisation fortes. Et puis, parallèlement, il y a quand même une idée importante, et il y a un très beau travail de synthèse, j'ai trouvé, de l'atelier du lieu, sur le fait que finalement, il y a plein d'outils très simples, déjà disponibles, sur lesquels on peut s'appuyer pour créer des dispositifs participatifs. Alors, nous, on le fait énormément dans nos dispositifs robustes et simples dans les pays du Sud, avec des outils fournis par Google, par exemple, il faut bien l'admettre, qui est un des grands pourvoyeurs de solutions participatives, mine de rien, etc., etc. Et puis des solutions libres dans le monde de Framasoft, etc. Plein de choses comme ça. Et puis, ce que vont vous proposer les Civic Tech. Alors, je vais pas du tout insister sur les Civic Tech. Maintenant, je suis un peu en retard déjà. Simplement retenir que l'analyse, comme celle qui a été faite par la CNIL, l'équipe de la CNIL, Clément Mabi et le bureau vraiment, sur qu'est-ce que c'est que l'utilisation des Civic Tech, on va y venir maintenant un petit peu. Comment est-ce qu'on peut analyser ces espaces avec différents enjeux sur le niveau de maîtrise et de contrôle. C'est un des gros enjeux autour de tous ces dispositifs. Est-ce qu'on veut maîtriser et contrôler? Est-ce qu'on veut laisser de la liberté? Est-ce qu'on veut structurer? Est-ce qu'on veut organiser? Donc là, voilà une première analyse. Une autre analyse proposée, par exemple, par une des sociétés de la Civic Tech qui s'appelle Consulvox, que je trouve intéressante. Bon, elle est centrée sur leurs outils. Pourquoi elle est intéressante? Parce qu'en fait, on va retrouver... J'aimerais bien arriver... Oui, voilà. On va retrouver la segmentation un peu propre de ce que c'est que la décision participative, consultation, concertation, coproduction, codécision, et puis une transcription dans les outils. Alors, cette analyse-là, elle se matérialise effectivement par le fait que beaucoup des choses se passent en haut au niveau consultation en matière de participation numérique. Puis ce qui est intéressant, c'est d'arriver à aller vers le bas, c'est d'aller vers la codécision et la coproduction. C'est le même cadre d'analyse que nous, on a suivi dans un document de synthèse dont on a déjà parlé, qui est un des documents qui a été coproduit avec l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui est à votre disposition, et dans laquelle on a refocalisé sur des choses qui sont en dehors des Civic Tech classiques, mais qui correspondent effectivement à des besoins de l'action publique aujourd'hui, avec ce regard sur des choses qui vont relever effectivement de la codécision ou par exemple de l'organisation des processus. Voilà, donc ça c'est un parcours, comme vous avez vu, extrêmement rapide, j'en suis désolé, on a très peu de temps, et je vais donner la parole maintenant à Stéphanie pour poursuivre, et elle me dira quand passer les transparents.
Oui, merci. Déjà, il y a eu une présentation extrêmement riche des enjeux avec des exemples, donc je ne sais pas dans quelle mesure ce que je vais dire va vraiment apporter quelque chose au débat. Je veux bien que la diapo suivante, voilà. Donc moi, mon objectif pour cette présentation, il est beaucoup plus modeste. Hein, il se déroule en 3 points. D'abord, une tentative de clarification de ce que sont les civic tech et des projets politiques qu'elles peuvent incarner. Ensuite, j'ai mis dans le PowerPoint quelques petits exemples, mais peut-être on pourra passer très rapidement sur les exemples parce que je pense que peut-être ils sont déjà connus, ils ne sont pas tous à l'échelle locale, ils sont plus généraux. Et en dernier lieu, peut-être une ouverture vers les limites et les contraintes que peuvent poser les dispositifs de participation qui s'appuient sur les technologies numériques. Alors, sur la première diapo que vous avez, c'est le récapitulatif produit par une fondation américaine qui s'appelle la Knight Foundation et qui organise, on va dire, le domaine des civic tech. Et on peut voir qu'il y a plusieurs types de procédures et de démarches qui sont indiquées dans la diapositive, mais en gros, on a 2 gros axes pour regrouper les démarches et des initiatives. Les démarches qui vont s'inscrire dans un axe, on va dire, de gouvernement ouvert, où là, on a l'idée que l'ouverture des données publiques, donc ce qui relève de l'open data, va se superposer à une problématique de transparence gouvernementale. C'est complètement d'ailleurs le programme qui avait été lancé en 2009 sous la présidence de Barack Obama, et ce programme s'articulait en effet autour de la transparence, de la coopération entre les différentes agences gouvernementales, mais aussi autour de la participation des citoyens. Donc ça, c'est un premier domaine selon la Knight Foundation. Et le deuxième domaine, ce sont toutes les initiatives de type communautaire. Sur la slide, c'est ce qui est regroupé essentiellement en bas à gauche, hein, c'est le community organizing, où l'objectif, là, c'est de développer des outils qui permettent de faciliter la coopération pour résoudre des problèmes d'ordre local. Donc ça, c'est une première façon d'envisager le champ des civic tech. C'est une façon qui n'est pas complètement satisfaisante, qui est propre à la culture politique américaine. En France, on a eu d'autres tentatives pour cadrer le champ des civic tech, et notamment celle du secrétariat d'État au numérique en 2016, qui, lui, va organiser, alors je n'ai pas de diapo, donc je vous en parle comme ça, qui, lui, va organiser le champ des civic tech en 2 grandes catégories aussi. D'une part, les initiatives qui vont s'ancrer dans le champ institutionnel, et là-dedans, on va trouver des choses très, très différentes. On va trouver à la fois des technologies pour faire campagne, donc qui peuvent être mobilisées par les partis politiques, hein, donc tout ce qui relève du big data électoral, mais on va aussi trouver des initiatives très locales de signalement, par exemple, de dysfonctionnement dans l'espace urbain. Donc évidemment, ceci peut correspondre à des applications, des outils dont certains sont produits par certaines entreprises qu'on a vues dans une des diapositives précédentes, mais on trouve aussi dans cette catégorie, donc qui vise à impacter le champ institutionnel, on trouve toutes les plateformes qui visent à interpeller directement les représentants, les élus, ou bien à mobiliser les citoyens autour d'une cause, donc tout ce qui est pétition en ligne, par exemple. De notre côté, le secrétariat d'État, parce que j'ai parlé de 2 catégories, va reprendre l'idée des services communautaires de la Knight Foundation, donc la deuxième catégorie que j'ai évoquée tout à l'heure, et va considérer les technologies pour l'engagement civique. Et là, on va trouver toutes les démarches qui reposent notamment sur les réseaux sociaux et tout ce qui est mise en relation de bénévoles ou le crowdfunding. Donc là, on peut avoir comme exemple l'utilisation de Facebook par l'Islande pour proposer une réécriture de la Constitution, par exemple. Alors, cette classification du secrétariat d'État, elle apparaît peu satisfaisante, puisqu'il n'y a pas vraiment de distinction entre les différents acteurs à l'œuvre. On a en même temps les institutionnels, les politiques, la société civile, avec une définition très large de ce qu'est la société civile, et des entreprises. Et dans ce dernier cas, on va à la fois trouver des acteurs comme Facebook ou comme Google, mais aussi des associations nationales ou locales qui militent pour la transparence des choix publics. Donc on a un gros magma où tout semble égal par ailleurs. Or, Niels a évoqué Clément Mabi tout à l'heure. Si je reprends, ouais, je suis toujours sur la même diapo, en fait, j'aurais dû mettre une seule diapo.
Clément Mabi, lui, va proposer une cartographie plus complexe dans laquelle je vais pas la détailler, mais je la trouve intéressante puisque lui, il va partir du positionnement politique des différentes démarches que l'on peut observer. Et en gros, il va essayer d'articuler, donc ça c'est en 2017, deux grandes perspectives. D'une part, les projets qui vont essayer d'approfondir ou d'améliorer la démocratie sur un plan institutionnel, et d'autre part, les projets qui, eux, visent plus radicalement la transformation des conditions d'exercice de la démocratie. Alors, le problème, c'est que dans la proposition de Clément, il n'y a pas évidemment les initiatives qui seraient portées par les institutions elles-mêmes. Bon. Dans l'ensemble, les civic tech, donc parmi l'ensemble des problèmes qu'elles peuvent poser, on n'a pas encore trouvé, mais peut-être que les acteurs qui sont ici ont une idée, on n'a pas trouvé encore de modèle économique. Ce modèle économique permettrait à la fois leur survie, mais aussi leur inscription dans le paysage institutionnel. Et on a aussi quelques doutes, mais peut-être qu'encore une fois, les participants ont davantage d'informations sur leur capacité à mobiliser davantage de participants que, en gros, les personnes déjà actives politiquement ou bien les technophiles intéressés par la politique. Il me reste 2 minutes, c'est ça, monsieur? Je ne voyais pas le... Maximum. Maximum. Bon, alors on va vite passer. Donc, dans les exemples, en fait, moi, ce que je voulais proposer, mais c'est assez basique, les exemples que vous avez à l'écran, c'est la reprise, on va dire, des séquences démocratiques qui peuvent être numériquement équipées. Donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est des exemples de sites informatifs. Donc, Acropolis, donc c'est l'idée de décrypter l'actualité, mais on peut passer sur l'information. Deuxième exemple, vous avez, ça figurait dans ta diapo, Niels, toutes les applications, les sites qui permettent d'interpeller, de débattre avec les représentants politiques. Là, j'ai mis questionner vos élus, mais là-dedans, on peut trouver Bastille, Démodine, Fluicity, Stig, etc. Donc, c'est une autre catégorisation. Troisième, là je ne sais plus, c'est Parlement et citoyens. Alors c'est toujours dans la même catégorie, c'est la possibilité, enfin l'idée qu'on puisse coécrire ou contribuer à écrire la loi. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de Parlement et citoyens, mais c'est l'idée de coélaboration d'une proposition de loi. Là, vous avez le célèbre exemple de la loi pour une république numérique, donc sous la houlette d'Axel Lemaire en 2016, dont on a beaucoup dit que la proposition de loi finale reprenait des articles qui avaient été coécrits par les contributeurs. Vas-y, continue le vrai débat. Donc, encore une fois, c'était un exemple avec... Là, la difficulté, peut-être si j'ai le temps, j'en parlerai un petit peu, c'est aussi quelque chose que Niels a évoqué, la difficulté de classer et de hiérarchiser l'ensemble des contributions avec un doute, une difficulté sur la transparence des algorithmes qui ont été utilisés par Cap Collectif. Donc, Cap Collectif, c'est l'agence qui a mis en œuvre, qui a proposé le design de la plateforme et qui a mis en œuvre techniquement la possibilité donc, de faire contribuer les citoyens et qui a proposé également une synthèse qui a proposé un algorithme destiné à classer l'ensemble des contributions. L'exemple budget participatif est intéressant parce que c'est le seul qui annonce clairement le lien avec la décision. Oh, d'accord, je vois Niels qui fait des... Bon, tant pis. Voilà, j'en avais d'autres, mais je pense qu'on pourra peut-être potentiellement revenir dans la discussion. Bon, l'objectif était modeste, c'est simplement d'éclaircir un petit peu les différentes manières d'envisager les civic tech. Voilà, mais vous avez plein d'exemples dans le diapo. Et ça, je pense que sur les limites, peut-être que ce sera dans la discussion à la fin. J'avais commencé à parler de la transparence des algorithmes, mais... On pourra revenir effectivement sur ta diapo dans la diapo discussion. Conclusive. Ouais, désolé, vraiment. Merci beaucoup. Non, le challenge est difficile. Alors, je vais donner la parole à Mélissa Martinet, donc de Citizen Lab. C'est chouette. En tout cas, merci d'avoir aussi donné la parole à une civic tech, parce que je pense que l'approche est complémentaire. Moi, j'ai envie de vous expliquer tout simplement le pourquoi des plateformes de démocratie participative, sachant que nous, en Citizen Lab, on est une entreprise qui met vraiment à disposition des collectivités, donc avec une approche très locale, des plateformes qui permettent de dialoguer, co-construire le territoire avec les habitants et les différentes parties prenantes, vous expliquer comment ça marche et quelles sont les questions ou l'impact en tout cas que ça soulève de notre côté. Donc, sur cette première diapo, j'explique un tout petit peu pourquoi on fait ce qu'on fait.
C'est-à-dire qu'on a observé en France et en général dans l'OCDE et dans le monde une vraie déconnexion des citoyens avec leurs élus, une crise de confiance, une véritable défiance, et ce malgré des options de participation existantes. Et nous, on s'est posé la question du pourquoi, quelles sont les limites de ces options de participation, pourquoi est-ce que ça ne comble pas le gap établi entre les citoyens et les élus. Et donc, tout ce qui est présentiel, en fait, on se rend compte que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante à avoir vraiment une forte représentativité des opinions sur un territoire. Voilà, dans ce premier cas, la réunion publique, elle s'adresse à des gens qui ont la disponibilité, le temps, la possibilité de se déplacer, les codes, la capacité à prendre la parole en public. Et donc, on se retrouve souvent avec le syndrome TLM, toujours les mêmes, qui limite la diversité des avis pris en compte. Sur la partie papier, en fait, on se rend compte aussi qu'il y a une des limites à toutes les démarches participatives papier, c'est la difficulté pour l'individu de se rendre compte de l'impact de sa propre contribution. Parce que c'est très difficile pour les organisations d'apporter un retour individualisé à chaque contribution. Et puis, la partie réseaux sociaux qui est parfois opposée, aujourd'hui, elle n'est évidemment pas suffisante pour générer un vrai dialogue et la vraie construction collaborative de politique publique, locale ou nationale, puisque le réseau social, on y trouve un langage qui est très peu maîtrisé, les données ne sont pas propriétaires, il est très compliqué de structurer l'information. Et donc, tout ça, Niels, pour arriver en fait, à la slide d'après, qui est voilà, pourquoi est-ce que donc on a des plateformes aujourd'hui de participation citoyenne qui sont demandées à Citizen Lab et autres prestataires. C'est pour atteindre un triple objectif, c'est vraiment impliquer davantage de citoyens, donc massifier la participation. Mais ça, c'est quantitatif, mais aussi avoir une meilleure représentativité parce que le numérique permet de comprendre qui intervient, avec qui on interagit. Ça fonctionne comme un outil de pilotage où on peut savoir si on pose la question en fait, à l'inscription aux participants, quel quartier est actif, quelle commune est active, quelle tranche d'âge est active. Et donc, d'aller chercher des gens qui seraient sous-représentés sur l'interface, soit en ligne avec de la communication ciblée, soit hors ligne en allant dans des démarches évidemment en présentiel. Le second objectif, c'est d'améliorer cette transparence sur la façon dont sont gérées les contributions et donc l'impact que ce dialogue citoyen génère. Donc voilà, ça c'est un effort de longue haleine. Ça veut dire être complètement transparent sur la gestion de projet et la façon dont on traite tout ce qui nous est apporté par les citoyens. Et in fine, l'idée aussi, c'est que les organisations bénéficient d'un outil qui leur permet vraiment de comprendre en permanence, avec des données fraîches, les besoins et attentes réelles de la population sur une thématique donnée. Voilà, ça c'est pour montrer un peu tout l'étendue. Ça revient un peu finalement, Niels, à votre première slide sur tout ce qui est possible. On sait, chez Citizen Lab, on peut faire plein de choses. Ce que je voulais mentionner là-dessus, c'est qu'on est aussi sorti de la plateforme numérique comme simple interface individualisée et écrite. On a voulu aller aussi sur de la délibération en ligne, parce que dans les conditions sanitaires actuelles, on se rend compte qu'on perd aussi un peu en qualité, évidemment, de participation sans la possibilité de tenir des réunions physiques. Et donc, on réfléchit en tant que Civic Tech et on a développé des ateliers numériques qui permettent de faire cet effort d'oralité en parallèle de l'écrit. Donc, la plateforme numérique, c'est important, mais ça reste superficiel puisqu'on est un individu derrière un écran qui donne son avis. L'atelier numérique ou l'atelier présentiel, dans l'atelier, génère des échanges, apporte la possibilité de créer un consensus, une convergence sur un sujet qui peut être très complexe, où on a besoin de prendre la parole et d'échanger avec des experts qui vont faire un ping-pong oral en direct. Il y a une autre brique aussi sur laquelle on s'est rendu compte qu'il était intéressant d'aller de façon complémentaire avec toutes ces options de participation. C'est le volontariat où les gens peuvent aussi se porter volontaires, bénévoles pour participer à de la mise en place. Et donc, on réfléchit vraiment à être présent sur toutes les étapes du cycle projet, en fait, depuis de la priorisation par des enquêtes, la proposition, définir les attentes, les besoins, réfléchir ensemble, jusqu'à mettre en place de façon collaborative avec les habitants. En fait, ça nous paraît important vraiment d'être présent sur tous ces aspects-là. Merci beaucoup, Mélissa, et merci d'avoir fait aussi un certain effort de neutralisation, parce qu'effectivement, j'avais consulté plusieurs Civic Tech, j'en ai choisi une qui a répondu rapidement, et je vous remercie de l'avoir fait. L'objectif étant plutôt de présenter globalement les approches. Je sais que vous avez beaucoup de choses en commun et aussi forcément des facteurs de différenciation. Alors, ah oui, pardon, j'avais oublié de te passer le… En fait, là, c'est peut-être une… Oui, en fait, j'ai 2 slides juste visuels. C'est juste pour montrer pour se projeter. On a parlé de processus un peu précédemment. Je pense que les outils numériques sont aussi assez transformatifs en interne puisqu'ils obligent
les organisations, alors dans notre cas, c'est beaucoup les villes, hein, les collectivités, à se structurer, à gérer les projets de façon transparente avec la population. Donc là, vous voyez en haut à gauche une prise du temps en fait, où les personnes vont segmenter en fait, le processus et donner à voir la façon dont sont traitées les contributions. C'est ce que j'appelle la procéduralisation, en fait. Hein, ça. Voilà, j'avais bien senti que c'était par rapport à ça. Donc, l'outil numérique est intéressant pour matérialiser en fait cet effort-là et ça transforme complètement les partenaires qui utilisent des outils comme ceux-ci. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je vais passer à la suite et dire quelques mots rapidement, en fait, au nom de la région Occitanie, sa démarche avec laquelle on a une relation indirectement partenariale dans le cadre d'un programme d'investissement d'avenir, territoire innovant de grande ambition, et qui est accompagné par Démocratie ouverte que Circe de Brix représente ici. Donc la responsable de la région citoyenne qui ne peut pas être présente m'a demandé de dire quelques mots par rapport à ces transparents à elle. Donc l'idée générale, et c'est une démarche qui a été mise en place depuis en gros même avant la mandature courante, était de voir comment développer effectivement un nouveau contrat démocratique dans cette région. Bon, c'est vrai pour beaucoup de régions. Hein. Il y en a certaines d'ailleurs qui étaient plus en avance, et ça je le dis comme analyste externe, que la région Occitanie, très clairement. Mais par contre, il y a une volonté de mettre en place un certain nombre de choses avec la combinaison de différents dispositifs. Alors l'intérêt de regarder ça, c'est de voir un peu comment ça se déploie. Citizen Lab disait quelques mots là sur les notions d'approche hybride et mixte. Donc là, on retrouve un peu ces questions. C'est des dispositifs avec des organisations, des assemblées physiques présentes qui sont structurées, motivées, accompagnées, du numérique qui vient accompagner ça pour l'élargissement, la massification, de la structuration, et puis différents instruments qui sont mobilisés. Alors au cœur de ça, et on en a déjà parlé, il y a la question essentielle de la charte de participation, des plans de participation, de la régulation. Donc les règles de participation sont quelque chose d'assez fondamental. Et puis derrière, il y a effectivement une instrumentation et puis une notion de confiance qu'on retrouve dans tous ces dispositifs aujourd'hui qui sont comment restaurer de la confiance, alors horizontale, verticale, intersectorielle, etc. Ça fait partie des choses qui sont vraiment importantes. Et ça se déploie à la fin dans des dispositifs, disons, relativement classiques dans le champ des civic tech, qui vont être de la concertation numérique sur un certain nombre de dossiers, des commissions citoyennes thématiques qui sont proposées par les citoyens auxquelles peuvent adhérer d'autres citoyens qui vont venir traiter des enjeux, etc. Et puis, évidemment, les dispositifs de budget participatif qui sont les plus importants avec des budgets qui commencent à être relativement conséquents puisqu'on dépasse largement les 10 millions d'euros de mise en place sur différentes thématiques. Donc, je ne fais pas de la pub ici pour la région, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a pas mal de régions qui ont même dynamique depuis assez longtemps. Et je vais passer la parole à Circe pour compléter par contre sur des choses qui sont un petit peu plus spécifiques et innovantes qui ont été mises en place avec Démocratie ouverte. Oui, merci Nils. Donc en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on travaille avec la région sur la relation aux communautés pour activer l'engagement citoyen. Donc il y a quand même une question quantitative pour les régions, mais on se rend compte que quand on travaille à cette échelle-là, on a besoin de s'appuyer sur des relais locaux, c'est de la logique. Donc on s'appuie aussi on a une réflexion sur les réseaux et structures locales, et, en créant notamment une communauté de bêta-testeurs dans l'innovation pour essayer d'avoir une relation plus qualitative avec des interlocuteurs internes à la région, donc entre un agent et des référents de communauté. Et en fait, on a utilisé un CRM. Donc, en gros, c'est un tableau qui vient à la base plus du marketing, mais qu'on a voulu transformer en tableau de gestion de la relation en communauté. Donc, le but, c'est bien en fait d'établir une relation. Donc, une relation un peu, c'est un tableau un peu de, comme disait Nice, de réseautage, mais l'idée, c'est plutôt d'aller justement, par contre, donc de suivre des contacts en fait, mais particulièrement d'axer sur les synergies. Donc les mots-clés qui permettraient en fait aux acteurs de se rencontrer et de créer des programmes plus transversaux entre les acteurs. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, entre des outils numériques type commission citoyenne, votation, etc., donc qui est de l'ultra quantitatif, on se rend compte qu'on a besoin aussi d'outils numériques qui permettent de toucher les réseaux. Donc, en fait, de faire des relais entre le citoyen, la citoyenne et l'institution. Donc, on a besoin d'outils intermédiaires. Et donc, nous, en tout cas, on a testé un tableau qui permet de mettre en place ces liens-là et de suivre les référents des structures et des réseaux.
Mais effectivement, on s'est un peu heurté aux limites aussi de la collectivité, c'est-à-dire qu'eux utilisent des outils très basiques. Mail, Excel, vraiment, ça s'articule autour de ces deux outils-là. Et alors que nous, on avait envie de mettre en place plus une plateforme numérique collaborative pour suivre ces référents, mais effectivement ouvrir aux synergies, ouvrir à l'avis des citoyens sur ces synergies, et pouvoir qu'il y ait des nouveaux référents de communauté qui se signalent chez les citoyens, etc. Et en fait, en gros, voilà, c'est cette réflexion-là, c'est qu'il y a des outils très numériques collaboratifs très larges, mais alors par contre, on a besoin d'animateurs, de cette gestion en fait aux citoyens, notamment aux citoyens relais, et donc du temps, des ressources humaines dédiées. Donc il y a aussi cette question, ça nous a amené à cette question, comme d'habitude, de l'animation des outils, ce qui va aussi avec le financement des outils. Et donc nous, en fait, notre objectif, c'est de créer des jardiniers agents et des jardiniers territoires pour pouvoir animer ces outils et établir une relation physique aussi, notamment avec ces outils. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup. Alors, on le voit, la question de la remotivation des personnes qui a été évoquée précédemment par Citizen Lab, on la retrouve. La question du volontariat, de l'engagement, elle est assez centrale. Il y a eu beaucoup de sollicitations dans ces webinaires sur ces questions d'engagement. On pourra en parler un peu dans la discussion. Et donc, simplement, pour conclure, pour ce qui concerne les gestionnaires de ce qu'on va appeler les gestionnaires de processus, je pense qu'il y a quelques questions clés. Bon, il y a énormément de choses, c'est un domaine énorme. Il y a des tas de guides qui ont été faits par plein de gens, etc. L'ICPC a des ateliers récurrents sur les questions numériques, etc. Bon, fondamentalement, la qualification des besoins, c'est un enjeu vraiment central pour bien déterminer qu'est-ce qui est réellement utile par rapport à un moment donné. Et c'est lié aussi au contrat de participation, comme toujours, c'est-à-dire ça ne sert à rien de mettre en place un truc si c'est bidon derrière. Donc, il y a une question de contractualisation vis-à-vis de l'efficience. Et donc, derrière, il y a un problème de formation par rapport, et la maîtrise des options techniques est complètement liée à cette formation. Il y a des questions réglementaires et les alignements réglementaires sont en cours d'évolution avec les ordonnances de 2016 sur le dialogue environnemental, un certain nombre de transpositions sur les dispositifs procéduraux dans le cadre de l'action publique. Et puis, il y a des questions éthiques sur les données, sur la transparence, la manipulation. Voilà, je m'arrête ici, juste pour vous dire que, et on n'en parlera pas maintenant, mais que dans le champ de la recherche, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de papiers sur ces questions-là, avec plein d'éléments de réanalyse, de reclassification, de description, etc. Mais ce n'est pas le sujet et ça fait 35 minutes. Et nous nous arrêtons. Merci beaucoup. Les questions sont ouvertes et je vous rappelle, si c'est possible, utilisez préférentiellement la partie Q&R, questions-réponses du dispositif. Merci aux intervenantes. On n'a pas de questions pour l'instant, mais ça va venir, j'espère. S'il n'y a pas de questions vraiment immédiates, peut-être qu'on peut revenir sur ce que disait Stéphanie sur la conclusion oui. Où elle est passée rapidement là, sur les limites. Tu as raison. Ah non, c'était... Oui, bon, moi je suis désolée de ne pas avoir su respecter le temps. Enfin là, je suis vraiment confuse par rapport aux deux autres conférencières qui ont été très rigoureuses. Donc non, c'est sur les critiques, mais ce sont des critiques qui sont très, très générales et qui sont variables selon les dispositifs considérés. Donc la première critique que j'avais évoquée, c'était la critique procédurale des plateformes et des algorithmes. D'une part sur les plateformes parce qu'elles-mêmes sont significatives d'une certaine conception de ce que doit être la participation. Et parfois, on s'aperçoit que cette conception, ce n'est pas exactement la même entre ceux qui créent les plateformes et ceux qui sont supposés s'en servir. Donc, parfois, il y a un hiatus. Et c'est assez fréquent d'ailleurs. Et puis, la critique des algorithmes de classement, en particulier dans les plateformes qui permettent le débat. Et moi, j'avais pour le coup une question à Citizen Lab, dont j'ai cru voir qu'il y avait une partie qui portait sur la délibération. Dans quelle mesure, voilà, comment on s'y retrouvait quand il y avait beaucoup de contributions, comment on hiérarchisait, on sélectionnait, comment on classait l'ensemble des contributions, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des logiques sémantiques, il peut y avoir des logiques différentes telles que celles qu'on observe qui sont à l'œuvre dans les réseaux sociaux. Donc voilà, donc ça c'était une première question, remarque critique. Et le deuxième problème sur lequel
voilà, la quasi-totalité des dispositifs se cassent les dents, si j'ose dire, c'est le fait que, comme l'a dit Mélissa Martinet, on part du principe que parce que c'est numérique, on va pouvoir engager de nouveaux types de participants qui n'oseraient pas, par exemple, s'exprimer en public. Donc ça, c'est quelque chose qui est une idée assez ancienne, assez récurrente, mais on s'aperçoit que ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que les nombreuses études évoquées par Niels montrent qu'on a plutôt des intervenants on a plutôt un doublage des interventions. C'est-à-dire les gens qui viendraient participer, voilà, grosso modo, à des ateliers citoyens, c'est ceux qu'on retrouve en ligne, quoi, en quelque sorte. Et donc, à la place d'avoir un élargissement de l'assiette participative, on a un rétrécissement sur des gens qui sont déjà hyper mobilisés. Donc, la difficulté, c'est effectivement d'arriver à faire intervenir ceux qui ne participent pas de toute manière, quoi. Et par ailleurs, ça peut être un argument qui peut être utilisé par certains élus pour justement ne pas prendre en considération le résultat des consultations, des délibérations, enfin de ce qu'ils ont eux-mêmes mis en place, en disant c'est pas spécialement représentatif. Le troisième point, mais là je crois qu'il y a eu des éléments qui pouvaient être intéressants avec la dernière présentation de Circé sur l'intégration et de l'ensemble des dispositifs que l'on peut observer, ou des applications, enfin comme on peut les appeler, dans justement ce qui était le cœur apparemment de votre séminaire, c'est-à-dire le lien avec la décision politique. Parce que, hormis dans le cas du budget participatif où il est formellement énoncé, on a beaucoup de plateformes, enfin tout ce qui est interpeller, questionner les élus, le lien avec ce qui est véritablement décidé au final n'est pas une évidence. Et par ailleurs, l'impact de ces contributions qui peuvent prendre différentes formes, hein, c'est pas tout forcément des avis qui sont déposés en ligne, on a un peu de mal à saisir quels peuvent être leur impact donc sur les lois ou plus généralement sur les régulations. Et de ce point de vue, la mise en place d'agents de médiation entre les outils et la population est peut-être quelque chose effectivement à creuser. Et en dernier lieu, voilà, le grand classique, quasiment, c'est le fait que dans les plateformes ouvertes, on a... alors ça, c'est quelque chose qui vraiment se discute dans la littérature. On a des choses qu'on observe assez régulièrement, à savoir que quand on ouvre la participation au plus grand nombre, c'est, comme j'ai pu avoir l'occasion de le dire, c'est les associations, les groupes constitués qui les prennent d'assaut, quoi. Ça a pu être le cas pour la loi pour une république numérique, mais ça peut être le cas également pour le CESE, enfin la consultation du Conseil économique et social. Enfin, voilà, il y a eu un ensemble de consultations qui ont été un peu prises d'assaut. Ça a été le cas à différents échelons, c'est-à-dire qu'à l'échelon national, à l'échelon européen, les consultations des citoyens, c'est souvent des groupes, enfin des lobbies, hein, qui ont déjà un pied, on va dire, dans le système politique. Et puis, la question de la qualité des contributions, alors c'est une question qui se discute parce que comment on va mesurer qu'une contribution est de qualité? Est-ce que c'est parce qu'elle apporte un nouvel argument? Est-ce que c'est parce qu'elle est particulièrement bien documentée, etc. Donc ça, on a eu des études qui ont été faites sur les consultations menées par les agences fédérales américaines et avec une comparaison avec ce qui pouvait être fait en face à face. Et en fait, l'auteur qui a étudié ça, je vous passe les détails de la référence, montre que ce qui se passe en ligne, en fait, c'est à peine mieux, dans le meilleur des cas, que ce qui se passe en face à face, et que donc la valeur ajoutée, vu ce que ça représente en termes de coût et d'investissement, pas forcément, on ne retrouve pas forcément un retour sur investissement quand on est une autorité politique. Alors, je ne veux pas terminer là-dessus parce que c'est pas très enthousiasmant, mais voilà, c'était pour parce que j'ignore, parmi les participants qui sont des praticiens ou des politiques, donc je ne sais pas dans quelle mesure ce que je vous dis là est très connu ou pas, mais grosso modo, c'est ce qu'on peut trouver en termes de critique dans la littérature aujourd'hui, quoi. Voilà. Merci Stéphanie. Alors, Mélissa, qui a été un petit peu interpellée par Stéphanie, je vais vous laisser répondre. Circé, si tu veux compléter. Et puis après, je donnerai la parole à Thierry Merle, qui a fait un commentaire complémentaire et que j'ai fait monter pour commenter son commentaire. Merci Stéphanie pour tous ces questionnements. Je vais essayer de les prendre un peu dans l'ordre. Sur la question, alors là c'est vraiment spécifique à Citizen Lab, la question du traitement des contributions. Dans notre cas, en fait, on laisse la main aux organisations pour décider de ce qui apparaît. Parce qu'il y a une vraie question, hein, quand il y a, je sais pas, 500 contributions qui sont publiées, est-ce qu'on fait remonter les plus votées? Est-ce que c'est un ordre aléatoire à chaque connexion? Est-ce qu'on fait remonter les plus récentes? Et ça, en fait, on laisse la main à l'organisation qui pilote
la concertation, la consultation, le processus participatif décidé. Après, il y a un deuxième niveau qui est le niveau d'analyse. Et notamment, alors, par exemple, dans notre cas, on intègre des outils d'analyse sémantique du langage pour segmenter les contributions, en fait, les regrouper de sorte à ce que lorsqu'on récolte plusieurs milliers de contributions, on puisse prendre un peu de recul pour arriver à voir un peu le général et ensuite aller sur du particulier. Là-dessus, on s'est heurté dans un premier temps au manque de dynamisme de cette méthode, puisque l'intelligence artificielle vous délivre du coup des regroupements, une analyse qui est telle quelle. Et donc aujourd'hui, on va plus loin avec la possibilité pour l'intelligence humaine, donc les gens qui sont derrière, de challenger l'intelligence artificielle, de renommer des thématiques, de regrouper, de faire basculer une contribution d'une thématique à une autre, de remodifier les synthèses qui sont générées automatiquement. Donc l'algorithme n'est qu'un point de départ pour qu'ensuite l'intelligence humaine prenne le relais et affine. L'idée, on sait que ce n'est pas une baguette magique, on veut juste que ce soit en fait des outils pour faciliter le travail des agents et des élus qui sont derrière. Sur la représentativité, je ne sais pas si je peux enchaîner sur les deux autres sujets que j'ai en tête. Rapidement, oui. Sur la représentativité, en fait, dans tout ce qui est présentiel, on a une vraie surreprésentation des seniors, faut le dire. C'est les plus de 65 ans qui sont présents en réunion publique. Donc, sur du numérique, on va compléter avec du 18-45 ans de façon très large, des CSP+, en général, puisqu'il faut avoir accès au numérique, être équipé, etc. Ça, c'est sûr. Donc, en fait, on va améliorer la représentativité et la quantité. Par contre, il y a des groupes de population qui ne sont jamais sur la plateforme et ce n'est pas la plateforme qui va leur permettre d'arriver. Alors, le fait de s'intégrer avec des réseaux sociaux, c'est une façon de créer de l'attraction, des gens qui sont déjà familiers avec les réseaux sociaux, mais pas forcément proches des institutions publiques. Mais je pense que l'enjeu, il dépasse le numérique parce que c'est un vrai effort des organisations publiques de se rapprocher des citoyens qui sont éloignés complètement des problématiques publiques. Et puis, il y avait un dernier sujet, mais j'ai peut-être déjà trop parlé, donc je veux distribuer la parole. C'est gentil. Merci, Mélissa. Circé, tu veux en faire un petit commentaire complémentaire et puis je passe la parole à Thierry Merle et il y a une question de Roger Valdec. Ok, je fais un petit commentaire sur les points évoqués. En fait, moi, je pense que c'est pas grave s'il y a toujours les mêmes. C'est quelque chose que j'entends souvent. En fait, pour moi, c'est des dynamiseurs, ces gens-là. C'est ceux qu'on retrouve en permanence et on voit bien que les révolutions se font parfois à pas beaucoup de gens. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il faut en prendre compte et pas se désespérer là-dessus parce qu'on ne veut pas que du quantitatif. D'ailleurs, on n'arrive pas à le gérer. Par contre, ces gens-là, ils peuvent aller comme relais justement sur les territoires et aller mobiliser les gens physiquement. Moi, je suis convaincue que le présentiel, c'est fondamental puisque c'est la chaleur humaine, c'est ce qui entraîne. Et en gros, ces gens-là, ils se demandent d'être outillés. Donc, il faut peut-être penser à des combos, c'est-à-dire mobiliser les dynamiseurs et les relier aux collectivités et les outiller, leur donner les moyens et le temps par la suite. Sur la Convention citoyenne pour l'Occitanie, on l'a bien vu, les 100 citoyens sont devenus des dynamiseurs. Et dynamiseur, c'est la différence entre leader. Hein. Il part et il ramène au lieu de partir tout seul. Bon, dynamiseur. Et ensuite, on les outillait. Si on les avait outillés sur le terrain, ils auraient pu au local, avec les collectivités locales, mobiliser les gens et les ramener dans le processus. Dans ce genre de cas, il faut qu'il y ait des deadlines, entre guillemets, et des retours de la collectivité sur son engagement. Et par rapport au financement, à mon avis, c'est crucial. Il faut vraiment arrêter de se dire qu'on est solidaire et donc on ne pense pas à l'argent. À mon avis, ça doit être vraiment en premier lieu et tout le temps rappeler les objectifs. Ou aux collectivités pour qu'elles s'engagent et à ce moment-là, elles mettent les moyens. Ou alors, ce n'est pas les collectivités, c'est les citoyens qui payent en crowdfunding ou quoi. Et à ce moment-là, ça devient du plaidoyer. Mais l'idée, c'est tout le temps rappeler l'objectif de pourquoi on fait ça et donc pas trop, faire attention à ne pas affiner l'outil complètement avant de pouvoir le faire financer. Ou c'est notre argent public, ou c'est l'argent des citoyens, mais dans les deux cas, il faut rappeler l'utilité et donc faire attention à s'équilibrer et à pas trop se lancer gratuitement dans les choses. Ça, c'est encore une vieille notion pour moi du solidaire qui malheureusement est intéressante, mais n'est pas viable. Voilà, sans tomber dans de l'économisme à deux balles, il est certain que la question des mécanismes de financement et du bénéfice et qui bénéficie du dispositif fait partie du questionnement sur l'analyse des besoins et la structuration. Thierry Merle avait un point de commentaire et je vais lui laisser l'exprimer oralement. Bien, merci, oui. L'essentiel est dans le lien que je vous ai mis. Je n'ai pas participé à cette action-là, mais j'ai vu ça ce matin sur Internet et je trouvais intéressant, notamment sur le témoignage de la Convention citoyenne de Nantes. Et ce que j'ai retenu des témoignages, c'est la façon de prendre soin des habitants qui sont prêts à s'embarquer dans cette aventure-là.
Et justement, il y a tout un côté d'accompagnement humain interpersonnel qui est mis en place pour s'assurer que les personnes sont à l'aise, y compris fracture numérique ou disposition. Est-ce qu'il y a besoin de crèche si les heures conviennent pas, etc. Et moi, j'ai trouvé que ces expériences-là étaient assez intéressantes parce qu'elles montrent bien comment il y a besoin d'entourage humain autour de ces dispositifs. Et aussi, le deuxième volet peut-être, c'était, du coup, ça complexifie aussi l'animation et donc de remultiplier le nombre de facilitateurs et de séparer les facilitations techniques des facilitations contenues, etc. Voilà, j'ai surtout apprécié le côté hyper concret de ces retours d'expérience et cet aspect, voilà, garder du lien humain, de l'attention et des recommandations assez pratiques, notamment sur des petits temps de pause café virtuel, etc., pour vraiment être sur cette dynamique collaborative qui essaye de compenser, on va dire, les limites des coopérations à distance qui étaient obligées en temps de confinement. Voilà, juste une invitation à aller lire ça. C'était vraiment intéressant, un document de 12 pages qui se lit très bien. Merci Thierry. Merci Thierry. Et le lien est donc dans la conversation. Et donc, on a une seule question. Quelle méthode pour impliquer, recruter les citoyens en ayant une certaine représentativité des opinions sur ces plateformes? Donc, peut-être une question pour Mélissa. Oui. Oui, mais je pense que Stéphanie et Circé peuvent compléter aussi. La méthode, en fait, elle est plurielle. En général, de toute façon, la mobilisation des habitants ou des parties prenantes, elle se fait à la fois en ligne, avec des leviers classiques de référencement, de campagne sur les réseaux sociaux, etc. Et hors ligne, avec de l'affichage, des relations presse. Voilà, il y a tous les leviers de communication classiques qui se font à la base. Mais ensuite, ce qui fonctionne bien, et c'est un peu ce que disait Circé, c'est que les personnes qui vont être les plus rapidement mobilisées vont travailler comme ambassadeurs des démarches, des processus. Et donc, alors aussi, on utilise des leviers numériques puisqu'on est sur du numérique. Donc, très facilement, peuvent partager les contributions, les processus en ligne dans leurs réseaux sociaux et générer de l'attraction et de l'intérêt. Et pour s'assurer d'avoir la meilleure représentativité possible, nous, on incite aussi les utilisateurs des plateformes à définir des questions nécessaires à l'inscription de sorte à préciser le profil des gens. Si on vit, comme je disais tout à l'heure, sur un quartier en particulier, si on est d'une tranche d'âge, si on a un rôle sur le territoire, que ce soit étudiant, commerçant ou autre, ça va permettre aussi d'affiner la compréhension des réponses et d'aller remobiliser les gens qui sont peu présents. Stéphanie, un dernier commentaire avant qu'on ferme cette session. Sur cette question, j'ai deux commentaires. Le premier, c'est que je ne pense pas qu'on puisse véritablement atteindre la représentativité sur les plateformes. Je pense que c'est un écosystème global qu'il faut penser et considérer aussi les pratiques de participation en face à face. C'est-à-dire que c'est très souvent des choses en face à face qui peuvent être instrumentées sur le plan numérique, qui peuvent permettre d'élargir si on est sur une logique quantitative, le nombre de participants. Mais après, la représentativité, elle peut s'entendre aussi sur les arguments qui sont présentés. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui doit s'entendre sur le plan socio-professionnel. Le fait d'avoir tant de jeunes, tant de vieux, tant de gens au chômage, etc. Ça peut être aussi donner la place à l'ensemble des arguments possibles sur une thématique donnée. Après, il y a des méthodes assez basiques pour obtenir de la représentativité sur une plateforme en ligne. C'est tout simplement utiliser la méthode des sondages, constituer un panel représentatif de la population que l'on va sonder c'est ce que faisaient ici les Moulineaux au début des années 2000, quoi. C'est-à-dire, vous prenez tout bêtement, donc à l'époque c'était très novateur parce que justement on conciliait à la fois la représentativité et puis le panel représentatif était sondé régulièrement en ligne, par exemple sur la question des crèches, la question de l'aménagement urbain, etc. Mais c'était pas du débat en ligne, c'était effectivement le panel représentatif auquel on va soumettre un questionnaire en ligne et les gens vont répondre et ça va être représentatif puisque c'est basé sur des réponses de gens qui sont dans le panel. Voilà. Et moi, je compléterai ce qui a été dit sur un point très important sur lequel on a beaucoup insisté dans cette série de webinaires, c'est que dès lors qu'on sort d'un cadre consultatif, dont la finalité est la production d'informations au service du décideur public, et qu'on va vers un cadre transformatif dont l'enjeu est le changement social et sa diffusion indépendamment de l'intervention publique, donc par le mécanisme de co-apprentissage, apprentissage social, etc. À ce moment-là, la question de l'engagement se pose dans des termes différents parce qu'on n'a plus forcément à chercher une représentativité en termes d'avis émis et de représentativité de ces avis, mais bien
d'impact social. Et donc, à ce moment-là, on peut avoir des stratégies sociales complètement différentes qui s'appuient sur la structure des réseaux relationnels. Alors, je ne parle plus de réseaux sociaux parce que maintenant, ça veut dire Facebook, mais des réseaux relationnels au sens de la sociologie et la façon dont la diffusion de la norme sociale va se faire. Et c'est un des enjeux très forts de ces dispositifs transformatifs qui vont au-delà des cadres consultatifs qui sont au service de la démocratie représentative, finalement. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. On a été plus long que d'habitude. On avait de nombreuses intervenantes, enfin, nombreuses par rapport à ce qu'on fait d'habitude, que je remercie encore une fois beaucoup. Et donc, je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine pour le webinaire qui portera sur l'apport de l'expertise, des connaissances scientifiques et on traitera d'incertitudes dans la participation. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.